Le moins que l'on puisse dire, c'est que la thèse que je défends, à savoir une origine orphico-dionysiaque de l'iconographie du tarot de Marseille, est plutôt rejetée par le petit monde du tarot. L'argument principal est « ce n'est pas possible ». Par contre, faire des tirages pour des questions niaises dans le genre « est-ce que je vais être augmenté? Est-ce que je vais devoir acheter ceci ou cela? Est-ce que mon compagnon ou ma compagne me trompe ?» Ça, par contre, c'est tout à fait possible. Le tarot étant un objet magique par excellence qui peut donner tous les conseils de développement personnel jusqu'à, je cite, la claire conscience. Ce n'est pas possible, donc tout au plus m'a-t-on concédé des coïncidences qui sont sans doute plus fortuites que troublantes. Parmi ces coïncidences, sur l'étude que j'avais proposée sur le Battleur, la première carte du tarot de Marseille, j'avais relevé un passage des Bacchantes d'Euripide, lorsque Pentée, pour la première fois, Pentée, le roi de Thèbes, qui va pourchasser Dionysos, lorsque Pentée, pour la première fois, évoque la présence de Dionysos dans sa ville. Il nous dit en effet qu'un magicien venu de Lydie est entré dans sa ville, un magicien donc avec des boucles blondes, ce que représente parfaitement cette première carte du tarot, le Battleur. Eh bien, la deuxième fois que ce jeune homme blond apparaît dans le jeu de cartes du tarot, avec l'amoureux, eh bien, on retrouve exactement la même coïncidence avec le texte des Bacchantes d'Euripide, puisque la deuxième fois que Pentée va nous parler de Dionysos dans sa ville, c'est quand il va se trouver confronté à lui pour la première fois, et voici ce qu'il nous en dit. « Mais tu n'es pas mal fait, étranger, au goût des femmes, c'est pourquoi tu es venu à Thèbes. Tes longs cheveux bouclés ondoyants sur ta joue ne sont point d'un lutteur, mais respirent l'amour. Par ta beauté, tu captes les faveurs d'Aphrodite. » Bien, ça correspond aussi très très bien à cette carte 6 du tarot, la deuxième fois où le jeune homme blond apparaît, un jeune homme entre deux femmes qui semblent le solliciter avec insistance, et les cheveux ondoyants le long des joues. Car en effet, la coïncidence se poursuit dans la façon dont le dessin du jeune homme est traité dans le tarot de Marseille. Pour la première carte, le dessin insiste sur les boucles, alors qu'il est magicien. Et là, pour la carte 6, le dessin insiste sur le côté ondoyant des cheveux le long des joues, comme si le dessinateur du tarot avait voulu suivre à la lettre ces descriptions d'Euripide dans les Bacchantes. Un jeune homme donc entre deux femmes qui le sollicitent. L'idée d'un plan à trois est évidemment incongrue dans ce contexte. Alors les commentateurs anciens ou habituels du tarot nous disent que le jeune homme est face à un choix. Il doit choisir entre la femme de gauche, qui a l'air austère et qui n'est pas très séduisante, ou la femme de droite, qui est en plein pamoison et qui respire la sensualité. Il s'agirait donc d'un choix, selon ces commentateurs. Et pour appuyer cette interprétation, ils vont convoquer un exercice de rhétorique de Prodikos. Prodikos était un grammairien sophiste contemporain de Socrate, dont Platon s'est plusieurs fois raillé. Un texte de Prodikos qui nous est parvenu par Xénophon, où il raconte l'histoire du jeune Hercule sur une route qui se divise en deux et qui trouve deux femmes. L'une est l'allégorie de la vertu, l'autre celle du vice, et ces deux femmes tentent de convaincre Hercule de la suivre. C'est ce qu'on appelle une prosopopée, faire parler des idées. Mais ce n'est pas un mythe, ce n'est qu'un exercice de rhétorique pour que les élèves de Prodikos trouvent la meilleure plaidoirie que chacune de ces deux femmes doit tenir en pareille situation. Ce n'est pas un mythe, mais ça suffit pour y voir l'explication de cette carte. Mais l'explication, bien sûr, est ailleurs.
Un détail qui semble avoir échappé à la plupart des commentateurs du tarot, c'est le geste que fait la femme de gauche, à droite du jeune homme, un geste qu'elle fait de sa main droite, qu'elle dirige, visiblement, vers le sexe du jeune homme. Ce côté érotique est renforcé par le fait, on l'aura remarqué, que le jeune homme a les jambes nues, ce qui laisse supposer que, également, le reste le soit. Ce geste n'est pas inconnu de la céramique grecque. Nous le trouvons par exemple sur une coupe du musée de Berlin avec des lénéennes. Les lénéennes sont les bacchantes d'Athènes, en transe autour d'une effigie de Dionysos, et l'une d'elles tend manifestement sa main en direction du sexe de l'effigie. Nous avons une scène similaire, et qui ressemble étrangement à celle du tarot, sur une amphore d'Amasis à figure noire, où l'on voit Dionysos entre deux femmes, comme ici sur cette carte. L'une d'elles, aussi, tend sa main en direction du sexe de Dionysos, pendant que l'autre est emmenée par un satyre en érection. Selon mon interprétation, il s'agit d'un avant et d'un après. D'un avant, un geste de transgression qui va lever les tabous, les inhibitions, et un après où justement il n'y a plus d'inhibition, il n'y a plus de tarot, où l'on peut s'adonner à la sensualité ou au sexe débridé. Un autre élément aussi que l'on a sur la coupe d'Amasis, c'est le geste curieux que fait la femme emmenée par le satyre. Un geste qui appartient sans doute à une danse, et le geste que fait la femme de droite, celle qui respire la sensualité, elle aussi est assez bizarre, puisqu'elle croise ses bras, une position anormale, qui peut appartenir également à une danse. Cela fait des points communs en plus entre la carte 6 du tarot, l'amoureux, et cet amphore d'Amasis. Un détail aussi intéressant, c'est le costume du jeune homme au centre de la carte, que j'ai donc identifié comme étant Bacchus. Cette sorte de tunique à rayures n'est pas propre au Moyen-Âge ou au début de la Renaissance, puisque nous le trouvons sur un silène de la mosaïque de Sarin, Orchoen, qui était normalement au musée d'Alep en Syrie. On ne sait pas ce qu'est devenu cette mosaïque, une mosaïque tardive du 5e siècle qui montre que le dionysisme, ce paganisme orphico-dionysiaque, était encore très en vogue dans cette région. L'art romain diffère un peu, puisque ce n'est pas véritablement, sauf sur un ou deux sarcophages, une bacchante qui tend sa main vers le sexe du dieu ou son effigie. Il s'agit plutôt d'une corbeille, qu'on appelle l'hypnon, qui servait normalement pour trier le grain, mais qui sert aussi de couffin pour les bébés. Une corbeille voilée avec divers objets rituels, et dans cette corbeille, il y a un phallus qui, quand il est dévoilé, bien sûr, est visible. Et nous avons une mosaïque d'Algérie, de Djémila, des ruines romaines de Djémila, où une bacchante se trouve à genoux, en train de se saisir de ce phallus dans la corbeille. Une scène que l'on retrouve aussi sur quelques reliefs, et également à la Villa des Mystères de Pompéi, bien que dans ce dernier cas, plus qu'un phallus voilé, il s'agit plutôt d'une effigie ityphalique, et la bacchante tend sa main pour se saisir du sexe de cette statue. Il y a une concordance encore entre cette mosaïque, ces reliefs, ou cette peinture de Pompéi. C'est l'ensemble des gestes que fait cette bacchante, qui sont fort semblables à celui du tarot, puisque nous avons une main vers le haut qui est faite pour retirer le voile, et sur le tarot qui se pose sur l'épaule du jeune homme, et l'autre main, la main droite, qui est faite pour se saisir du sexe ou du phallus. Cette remarque permet d'expliquer le fond de cette carte, que beaucoup ont pris pour étant des champs labourés avec les sillons. Plus que des champs labourés, si je me réfère à ces mosaïques ou à cette peinture de Pompéi, il s'agit de l'osier tressé
de la corbeille dans lequel est ce phallus, cette représentation de Dionysos, cette représentation qui, dans la carte du tarot, le montre en jeune homme, donc dans sa corbeille. Dans un cadre plus orphique, on a un résumé de la théogonie orphique aussi sur cette carte, à savoir que dans la théogonie orphique, c'est Eros, le premier des dieux, qui devient ensuite Apollon, le soleil, avant de s'incarner, si on peut parler ainsi à propos d'un dieu, en Dionysos. Or là, on a véritablement cette trinité, Eros, soleil, Dionysos, qui nous renvoie donc à cette tradition orphique. Donc, encore, dans le tarot de Marseille, lorsqu'apparaît le jeune homme, une clé d'interprétation orphico-dionysiaque est très riche et amène des explications pour pratiquement tous les éléments de la carte. Des coïncidences donc déjà relevées avec le battleur et qui s'amplifient encore avec cette carte l'amoureux du tarot de Marseille. N'en déplaise à tous ceux qui me disent avec insistance que non, ce n'est pas possible.